Bonjour et bienvenue au podcast de la Fondation Modus, le podcast qui interviewe les acteurs et les actrices du Grand Genève pour mieux comprendre comment décarboner le secteur de la mobilité à l'horizon 2050, mais aussi pour réimaginer à quoi cette mobilité pourrait ressembler. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'ATE, l'association Transport Environnement, qui conduit des campagnes de promotion autour de la mobilité douce et mène des actions qui visent à améliorer la sécurité des usagers et usagères les plus vulnérables. Certaines des campagnes phares sont Stop à la folie autoroutière, les plans de mobilité scolaire, les plans de mobilité senior, le Pédibus et le projet Habitat et Mobilité. Pour nous parler des actions et initiatives de l'ATE, j'ai le plaisir de discuter avec Caroline Marty, présidente de la section ATE Genève, Mathieu Jotteran, vice-président de la section ATE Genève et Françoise Lancy-Montant pour le bureau roman de l'ATE Suisse. Bienvenue à vous et merci de passer au podcast. Merci de votre invitation. Merci. Peut-être que les personnes qui ne connaissent pas l'ATE, ce que je propose, c'est de prendre un petit moment pour parler, présenter l'association. Quelles sont les missions principales aujourd'hui? Comment elles ont évolué? Brièvement, effectivement, je pense qu'à l'origine, l'ATE, qui est une association suisse, avec différentes sections ensuite cantonales, mais c'est à l'origine une association à l'échelle nationale, et qui a été finalement fondée par des personnes qui avaient besoin d'une association de développement de la mobilité, dont certains d'ailleurs étaient des automobilistes, et c'est la raison pour laquelle, par exemple, l'ATE propose aussi des assurances voitures, après différents types d'autres assurances, mais qui souhaitaient adhérer à un club, si vous voulez, une association qui, malgré le fait qu'elle propose par exemple des assurances voitures et puis l'accompagnement des automobilistes, ne cherche pas à développer ce mode de transport, mais qui cherche au contraire à développer une mobilité qui soit une mobilité plus durable. Et donc, et c'est finalement un petit paradoxe qu'il y a à l'ATE finalement, c'est que il y a un volet et qui reste encore aujourd'hui, qui est de l'assurance voiture, qui se base un peu sur le principe que finalement certaines personnes ont encore besoin de la voiture pour certains types de déplacements, et donc on doit pouvoir permettre à ces personnes de se déplacer, mais c'est pas pour autant qu'on doit forcément promouvoir ce type de mobilité, parce qu'évidemment c'est une mobilité qui reste encore aujourd'hui hautement carbonée, et donc finalement c'est une association qui cherche à se départir de cet usage de la voiture pour s'orienter vers d'autres types de mobilité, et ça c'est vraiment ce qui a été l'action principale de l'association au cours de toutes ces dernières années, c'est de développer, de faciliter les déplacements, qu'ils soient à pied, qu'ils soient à vélo, qu'ils soient en transport public, et ce dans tous les coins de la Suisse, que ce soit dans des lieux urbains, mais aussi dans des régions beaucoup plus rurales. Mmh. Oui, parce que je vois, par exemple, en 1980, c'était la première journée nationale du vélo que l'ATE a lancé, la mobilisation devant le salon de l'auto. Donc, il y a, disons, les deux grandes parties. Promouvoir les mobilités douces et d'un autre côté, recadrer, limiter, mieux gérer tout ce qui est trop carboné. Aujourd'hui, comment se positionne l'ATE? Quelles sont les missions, disons, principales que vous essayez de mettre en place? Je pense qu'il y a toujours cette mission de rééquilibrage, mais vous avez raison, ce qui a vraiment changé, en fait, c'est l'environnement. C'était que la vision de l'ATE d'il y a 45 ans, elle était quand même osée et novatrice, quoi, dans un monde où la voiture était juste la solution à tout, et puis il fallait oser probablement effectivement créer cette association pour juste dire il faut effectivement, comme a dit Caroline, rééquilibrer, quoi. Et puis maintenant j'ai un peu l'impression que quand même le temps nous a donné raison, parce que ce qu'on dit maintenant est moins révolutionnaire que ce que disaient nos collègues il y a 45 ans. Mais ce qui est étonnant, c'est de se dire que maintenant j'ai l'impression que c'est devenu un peu une évidence, ce rééquilibrage, et puis quelles que soient les couleurs politiques, c'est une évidence, enfin les engagements internationaux qui ont été signés, enfin etc., les objectifs, ils sont là. Néanmoins, il y a quelque chose qui reste un peu dans l'absurdité, il n'y a qu'à voir les votations qu'on va avoir, enfin sur l'élargissement des autoroutes, qui fait que l'ATE a plus que jamais sa raison d'être. Enfin, la voix qu'on porte, elle devrait être universelle maintenant, parce que quelque part, si on voit la logique des engagements, la logique de la crise climatique, enfin, etc., voilà, il y a pas d'autre voie possible.
mais il n'empêche qu'on doit toujours la porter et toujours la défendre, et que parfois il y a quand même des gens qui pensent encore que la voie de la TE est quelque chose d'un peu extrême, alors que nous, en fait, je trouve qu'on est devenu assez mainstream, quoi, finalement, la TE. La preuve est que finalement tous les projets qu'on mène avec les communes, enfin, etc. et tout, on les mène sur le terrain aussi bien que des communes de gauche que des communes de droite, parce que le rééquilibrage en faveur des mobilités actives et puis cette question de la décarbonisation, c'est devenu juste incontournable, quoi. C'est étonnant de penser que on a toujours notre raison d'être, mais plus que jamais, je crois. Ouais. Oui, bah pour compléter, si en fait on arrive à une sorte de paradoxe où en effet dans les paroles on nous donne largement raison, disons on semble maintenant en effet que les gens sont convaincus qu'il faut absolument rééquilibrer les mobilités, mais dans les faits, même si en effet dans certaines communes on peut voir certains progrès, notamment au niveau cantonal, on voit toujours un gros blocage qui fait que dans les actes ce blocage en fait cette place disproportionnée de la voiture et ce refus de rééquilibrage des différents modes de transport reste complètement d'actualité, et on a un front des transports malheureusement assez figé à Genève. Et c'est là où nous on essaye vraiment d'amener la voie où d'un côté on a l'impression d'être devenu mainstream, et de l'autre côté quand par exemple à un endroit il faudrait reprendre une voie de circulation au trafic automobile pour mettre une piste cyclable, ça c'est toujours absolument impensable. Voilà, et on est toujours soi-disant extrémiste alors que le bon sens le commande de manière assez évidente pour une majorité de la population. D'ailleurs, on pourrait parler des enjeux les plus brûlants actuels. Sur votre site, en tout cas, vous résumez votre action sur le fameux triptyque qui est réduire, transférer, améliorer. C'est votre guideline, si je puis dire, c'est ces trois piliers? Je pense que ça résume effectivement assez bien les actions de l'ATE. Je dirais presque notre guideline, c'est vraiment en fait, elle a été reprise par le plan climat cantonal genevois, qui pose des objectifs très clair et très précis. C'est moins 60% de gaz à effet de serre à l'horizon 2030, neutralité carbone en 2050, et au niveau de la mobilité, une réduction de 40% du transport individuel motorisé à l'horizon 2030. L'horizon 2030, c'est demain, et donc du coup, ça nécessitera, mais je crois qu'on a de la peine à se rendre compte, si on veut atteindre ces objectifs-là, on doit révolutionner la mobilité à Genève, et ça passe par toute une série de mesures qui sont effectivement de transformer le paysage urbain, le réseau routier et la voirie de notre canton pour très fortement transférer, modifier les habitudes de déplacement de manière à réussir à réduire ce nombre de déplacements qui se font aujourd'hui en transport individuel motorisé et de les réorienter vers le tram, vers la mobilité douce et la mobilité piétonne. Et finalement, l'ensemble des actions que l'on mène va dans cet objectif-là, qui était effectivement un objectif historique de l'ATE, mais qui aujourd'hui est repris de façon très très claire par le plan climat cantonal, qui est en vigueur maintenant depuis plusieurs années à Genève, et sur lequel on est très heureux de pouvoir essayer à notre petite échelle de mettre nos petites pièces pour essayer de remplir ensemble cette mission-là. Vous venez de mentionner que, au fait, il y a une infrastructure qu'on doit saisir pour la transformer. L'espace est fini si on veut, c'est un jeu de somme nulle, on ne peut pas et avoir de la voiture et avoir du tram, ça fonctionne pas, c'est-à-dire que c'est la voiture qui va gagner dans cette histoire-là, parce qu'elle a besoin de toute façon par essence beaucoup d'espace, et du coup pour faire ce moins 40% des transports individuels motorisés, il faut simplement comme un goulot d'étranglement des infrastructures, elles vont pas se réduire magiquement si on leur laisse la place, j'imagine. En fait, on a un problème, c'est-à-dire qu'on doit changer des habitudes. Et quand on change des habitudes, il y a toujours quelques personnes, pas forcément majoritaires, mais bruyantes, qui vont râler contre le changement d'habitude. Et forcément, au début, quand il y a un changement, le temps que les nouvelles habitudes se forment, c'est un petit peu compliqué, etc. Et donc forcément, aussi politiquement, c'est pas toujours facile d'amener ce changement, parce que forcément le changement, dans sa phase mauvaise, va être identifié à ceux qui l'ont fait. Et on a par exemple un excellent exemple, c'est le U-lacustre, où pour l'instant il est refusé tout développement des transports publics sur ce U-lacustre
parce que on ne peut pas prendre de la place à la voiture. Mais pour qu'il y ait moins de voitures, il faut des transports publics. Et il faudra tôt ou tard un changement. Et pour l'instant, personne n'ose le faire. Et c'est vraiment là où nous, on essaye de pousser pour que ce changement se fasse. Et c'est sûr que forcément, il y aura quelques mécontents dans les changements d'habitude, des gens qui passent en voiture depuis des décennies sur ce lacustre qui, les jours qui suivent, seront pas contents. Mais ça doit pas nous arrêter parce que sinon, on ne transférera jamais rien. Et ce report modal, il doit se faire. Et je prends l'exemple du pont du Mont-Blanc, mais on peut aussi prendre l'exemple, si on sort un peu de Genève, entre Genève et Lausanne, de l'autoroute, où on est en train de vouloir dépenser des sommes folles pour agrandir l'autoroute parce qu'il y a trop de voitures, ce qui condamnerait, en tout cas dans les prochaines décennies, la ligne de chemin de fer nouvelle, qui doit absolument être construite parce que la ligne de chemin de fer est saturée aussi. Et donc là, c'est vraiment des moments où notre association, elle doit vraiment pousser, et elle pousse vraiment pour que le transfert puisse se faire, et dans le cas du pont du Mont-Blanc par exemple, faire en sorte que ça puisse se faire, mais dans le cas de la ligne Genève-Lausanne, qu'on n'empêche pas de faire ce changement alors qu'il pourrait actuellement se faire, ce qui est presque encore plus anachronique. L'idée de ces initiatives, c'est aussi de rendre transparents les choix, parce que au final on se rend pas compte que si on dit oui à l'autoroute, on va dire non au train. Dans nos têtes, tout peut coexister, mais les fonds publics, l'infrastructure, tout ça, c'est un peu des petites batailles qu'il faut, c'est soit l'un, soit l'autre. Moi, ce que j'aime à dire, c'est que finalement, aujourd'hui, pendant plusieurs années, on avait encore un peu d'espace, et donc du coup, on pouvait essayer de ménager de l'espace pour tout le monde, et le combat était idéologique. Est-ce qu'on favorise plutôt l'un, est-ce qu'on favorise plutôt l'autre? Aujourd'hui, j'ai l'impression que l'enjeu de la mobilité à Genève, elle est plus idéologique, elle est physique. Vous avez tout à fait bien résumé les choses, en particulier en milieu urbain. On n'a pas d'espace, on peut pas pousser les bâtiments, on va pas commencer on n'est plus à l'époque du baron Haussmann où on démolit tout et puis on reconstruit plus large. Donc on a un espace qui est totalement contraint, avec une augmentation démographique, plus d'habitants dans l'agglomération, donc plus de déplacements, et finalement on est vraiment dans une logique de goulet. Et tout est bouché et bloqué. Et je pense qu'on souffre aussi aujourd'hui de l'absence ou d'un manque de choix opéré ces dernières années, ce qui fait qu'on a voulu essayer d'un petit peu contenter tout le monde sur un espace restreint, ce qui n'est pas possible. Et donc du coup, la situation, elle est aujourd'hui insatisfaisante pour tout le monde. Les automobilistes n'avancent pas, il y a des bouchons tout le temps, les transports publics sont bloqués dedans, donc ils avancent pas non plus, ils sont pas suffisamment performants. Aujourd'hui, on a une vitesse commerciale des transports publics qui est pas suffisamment attractive pour vraiment pouvoir complètement développer et basculer la totalité de la grande majorité du déplacement automobile sur les transports publics. Et puis la mobilité douce, on a essayé de leur frayer. Alors bon, les piétons ont plus ou moins leurs trottoirs qui restent encore. C'est les miettes qui restent, quoi. Ouais. Mais enfin, souvent ils sont pas assez larges, et puis il y a encore des scooters qui sont parqués dessus. Et puis les cyclistes, on a essayé de leur ménager un petit bout de piste cyclable, la moitié sur la route, des fois qui montent sur le trottoir avec des conflits d'usage, ce qui fait que c'est pas non plus satisfaisant pour eux, c'est très désécurisant pour beaucoup de monde, et c'est un gros obstacle à l'usage du vélo, de ce manque de sécurité en ville. Donc aujourd'hui, pour les années à venir, le principal enjeu va être de faire des choix. De comment est-ce qu'on répartit mieux cet espace urbain. Et évidemment, à notre sens, la priorité absolue doit être mise sur les transports publics qui permettent de transporter beaucoup de monde dans peu d'espace et sur des longues distances, et sur la mobilité active, donc piétons, cyclistes, parce que ça c'est aussi une manière très efficace, très efficiente de se déplacer en termes d'espace, avec aussi évidemment toute une autre série de vertus. Ça permet d'être et de rester mobile, donc il y a évidemment des avantages sur la santé individuelle et la santé publique des personnes. C'est absolument non polluant, ça ne fait absolument aucun bruit, et donc du coup il y a évidemment des avantages à développer ce type de mobilité. Est-ce que nous allons prendre tout le budget carbone qui nous reste pour 2030-2050 pour que de la mobilité plutôt que je sais pas, se nourrir, se loger, d'autres choix. Et la même chose, on pourrait dire pour les ressources. Oui, c'est important ce que vous dites. C'est vrai que c'est questionner aussi l'usage de quelle mobilité à quel moment, et comme on disait en introduction, bien sûr qu'il peut y avoir des usages où des voitures, notamment partagées, peuvent garder une utilité. Et c'est là où dans le débat public, souvent, il y a beaucoup de mauvaise foi, parce que on a l'impression, en entendant les défenseurs de la voiture partout et tout le temps,
que tout le monde serait tout le temps en train de transporter un canapé ou un piano, et puis ou alors serait vraiment à mobilité réduite, alors que c'est pas le cas. Si on regarde concrètement le trafic, c'est quand même beaucoup, notamment de pendulaires, qui vont travailler alors que ces personnes peuvent très bien se déplacer avec d'autres modes. C'est simplement un confort prétendu ou relatif d'usage, le confort vient plus de l'habitude que de la réalité, parce que être coincé systématiquement dans des bouchons tous les matins, c'est pas forcément un réel confort. Mais donc c'est tous ces usages qu'on remet finalement trop peu en question, auquel, sans prendre d'espace sur le trafic automobile individuel motorisé, peut-être on peut du coup pas offrir de réelles alternatives. Et donc c'est ces usages qu'il faut absolument questionner et sortir du menuisier qui en effet a la moitié de son atelier à transporter ce jour-là, qui lui est tout à fait légitime pour avoir un déplacement en voiture ou dans une camionnette, parce qu'en effet on transporte pas un piano avec un vélo cargo, et c'est cette mauvaise foi de laquelle il faut sortir et vraiment questionner les usages, parce qu'en effet, comme ça a été dit avant, l'espace est limité, l'environnement, la nature est limitée également, et donc on doit absolument dépenser ce qui nous reste de manière utile et pour les usages qui en auront besoin de toute manière. Mmh. Et c'est vrai que vous avez parlé de transformation dans ces trois, et moi je trouve moi je retrouve beaucoup les projets de l'ATE dans la transformation. Et dans ce que tu dis, je pense que on a encore une vision de se dire on se prive de la voiture, mais c'est vrai qu'on a objectivement du mal à voir, justement parce que finalement objectivement de se déplacer en voiture en ville, c'est plus être prisonnier que d'être libre, on va dire. Et l'idée, c'est vraiment aussi d'amener avec les projets que porte l'ATE, ou à ce moment-là au niveau national, au niveau régional, c'est vraiment d'amener une autre vision aussi, une vision positive, et de se dire c'est pas, enfin je veux dire, on est quand même dans un monde le pire qui puisse nous arriver, c'est de pas nous transformer, c'est d'être figé. Et il faut que la transformation, c'est une opportunité. Et en matière de mobilité, j'ai l'impression qu'en fait on est encore ancré sur ce que la voiture le rêve de ce que la voiture a apporté en temps. Maintenant, on est quand même conscient de tout ce que ça amène aussi en termes de pollution, de bruit et d'espace limité. Et on n'arrive pas à franchir ce pas. Et quand nous, on va voir maintenant des communes ou des cantons, et qu'on propose de faire des rues scolaires, par exemple, devant des écoles, c'est-à-dire d'enlever la circulation, ne serait-ce qu'au moment d'entrée et de sortie des écoles, pour des questions objectives de sécurité routière et de bruit et de pollution, parce que dans certains pays autour de nous, ils ont fait des sondages et se sont rendus compte que finalement les alentours des écoles étaient hyper pollués. Donc on essaie, et c'est très très compliqué en Suisse, alors qu'ils le font en Belgique, ils le font en France, ils le font dans le nord d'Italie, etc. De se dire cette rue devant une école, donc une rue peut être autre chose qu'un espace de circulation. Et pourtant, je veux dire, c'est très très difficile de réduire, de piétoniser des centres-villes, etc. Alors que c'est toujours ce paradoxe aussi où tous les gens disent c'est génial, j'ai été dans telle ville, voilà, Bordeaux c'est magnifique, il y a pas de voiture. Marche bien chez eux, mais chez voilà, nous c'est mais compliqué. Chez nous pas. Ouais. Et vraiment à l'ATE, ce qu'on essaye aussi avec les projets concrets, c'est aussi d'amener de montrer que la transformation elle est possible et que c'est beaucoup mieux après. Mais je trouve que ce levier, enfin, il est très très difficile. Et c'est aussi, alors au final, c'est une question de courage politique. C'est une question parce qu'effectivement, il va toujours y avoir quelques personnes qui vont s'opposer. Enfin voilà, on se rappelle la piétonisation du centre de Sion qui allait être une catastrophe, etc. et tout. Et maintenant, les villes et les communes viennent en délégation pour rencontrer les commerçants du centre-ville de Sion pour qu'ils leur racontent combien ça a transformé ce centre-ville. Enfin, mais donc voilà, donc je pense que vraiment il faut que l'évidence, pour faire comprendre l'évidence, faut aussi montrer tout le narratif qu'il y a derrière tout ce qu'on peut faire et tout ce potentiel de transformation de nos villes, et que ça sera vraiment mieux après. Il faut beaucoup d'énergie pour ça, quoi. Il faut le politique, et il faut amener les projets derrière aussi, et il faut les accompagner, quoi.
Il y a effectivement un certain nombre de préjugés qu'on la vie hyper dure, qui sont faux, complètement faux, mais qui ont la vie dure, notamment le fait que la piétonisation ou la réduction du stationnement, des espaces de circulation voiture, etc., nuirait au commerce. Il y a des tonnes d'études qui nous indiquent que c'est faux, que c'est même plutôt le contraire, que ça apporte un nouveau dynamisme dans les centres urbains, et puis que ça favorise le petit commerce local. Mais pourtant, à chaque fois qu'il y a un projet de piétonisation d'une rue au centre-ville, les premiers finalement qui s'y opposent, c'est même pas tellement les automobilistes, c'est même pas tellement les habitants, c'est certainement pas les habitants parce que eux ils voient l'avantage d'avoir moins de bruit sous leurs fenêtres, etc. C'est généralement les commerçants. Et je trouve qu'il y a un énorme paradoxe là qu'on doit aussi pouvoir effectivement par l'exemple essayer de casser. Il y a aussi des projets, des exemples qui montrent effectivement des projets de piétonisation où ils ont piétonisé un bout, puis les commerçants d'à côté, voyant comment ça fonctionne, commencent à dire ah non mais finalement nous on aimerait bien aussi que étendre la piétonisation devant chez nous, mais ça effectivement ça se fait par tout petits pas et puis par l'exemple. Peut-être qu'on peut aller directement vers certaines des actions ou des pétitions ou des campagnes sur lesquelles vous travaillez en ce moment même. On a parlé le 24 novembre, par exemple, il y a la votation sur l'élargissement des autoroutes au niveau fédéral. Qu'est-ce qu'on doit voter, pourquoi, etc. Je pense que c'est un exemple qui parlera à beaucoup de Genevoises et Genevois. Quand on jette un regard sur les décisions du passé à Genève en matière de mobilité, il y a quelque chose qui revient souvent, c'est mais pourquoi est-ce que dans les années 50-60, ils ont arraché toutes ces lignes de tram ? C'est complètement idiot. On le regarde avec notre regard aujourd'hui. Évidemment que à l'époque, ils n'avaient pas les mêmes informations, le même contexte qu'on a aujourd'hui. Pourquoi je fais cette petite introduction ? Parce que j'ai vraiment le sentiment que nos enfants et petits-enfants qui regarderont ça avec leurs yeux dans 30 ou 40 ans se diront « Mais pourquoi en 2024, ils ont décidé d'élargir ces autoroutes. Et en plus de ça, nous, on n'aura pas l'excuse de nos grands-parents, on savait pas, etc. Parce que nous, on sait que ça aussi, les études le montrent, que ça ne réglera absolument pas le problème. On élargit la route, on crée des nouveaux déplacements, moins de 10 ans après, il y a les mêmes bouchons. Donc ça ne permettra pas de régler les problèmes d'engorgement de l'autoroute. Ça va prendre sur des terres agricoles, ça risque de nuire au développement ferroviaire, parce que finalement l'espace il est contraint et c'est possible que, c'est même très probable que la nécessaire nouvelle voie de chemin de fer entre Genève et Lausanne, le tracé qui pourra être utilisé, c'est celui qui est à côté de l'autoroute, ou sous l'autoroute plutôt. Donc l'élargissement de l'autoroute risque de nuire au développement ferroviaire. Ça va créer un engorgement à l'entrée des villes, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, on a beau élargir l'autoroute, les centres-villes, que ce soit en l'occurrence si on parle du tronçon Nyon-Genève, les centres-villes de Nyon et de Genève ne vont pas pouvoir élargir le réseau routier, donc on va simplement créer un entonnoir avec un goulet un petit peu plus large à l'entrée. Donc en réalité, il y a vraiment aucune bonne raison d'élargir ces autoroutes. Mais manifestement, il y a une majorité politique de ce pays et de ce canton qui souhaite le faire. Je ne sais pas ce que dira la population, mais je pense aujourd'hui que ce choix-là, qui va en plus de ça complètement à l'encontre de tous les engagements environnementaux, climatiques qui sont pris par le canton de Genève, par le canton de Vaud, par la Suisse, etc., est complètement anachronique et sera complètement incompréhensible vu des yeux de nos petits-enfants. J'imagine que les personnes qui proposent ce vote ont quand même fait des études. Si ça paraît tellement et anachronique et contradictoire, pourquoi encore aujourd'hui est-ce que c'est une coalition ? Est-ce que c'est des lobbies ? Pour une personne lambda qui essaye de comprendre ça, si on me propose, ça veut dire qu'il y a des bonnes raisons. Mais quelles sont les bonnes raisons pour ces personnes ? C'est un peu notre problème, c'est qu'on en voit aussi beaucoup de mauvaises et assez peu de bonnes. Ça tient certainement en partie à ce qu'on disait avant, c'est que certains préjugés ont la vie vraiment très dure et
Et même si des études démontrent clairement que ça ne résoudra rien dans les 10 prochaines années, il y a quand même une sorte de pensée magique que peut-être en espérant très fort, ça fonctionnera quand même. C'est sûrement une des bonnes raisons. Peut-être sur un malentendu, ça pourrait marcher. La science prouve très clairement le contraire, mais l'espoir est certainement une raison, même s'il est complètement infondé. Et puis il y a aussi les lobbies routiers. Ça revient aussi à ce qu'on disait avant par rapport vraiment à la puissance économique du monde automobile, aujourd'hui tout le monde est capable de citer des marques ou des modèles de voitures, peu de monde est sûrement capable de citer une marque de vélo électrique. Et il y a vraiment cet imaginaire que la voiture c'est un sentiment de liberté, donc on élargit l'autoroute, ça ira plus loin, ça ira mieux, ça ira et c'est pas fondé sur des arguments, mais il y a des bouchons, donc il faut faire quelque chose, et ce quelque chose, il y a encore trop de monde dans le giron politique qui pense que c'est en élargissant des routes, alors que même si en décarbonant le trafic automobile, ce qui malgré tout reste quand même toujours encore quelque chose qui est largement à faire et loin d'être accompli, mais même avec ça, comme vous disiez, il y a l'abrasion des pneus, il y a l'empiètement sur les surfaces d'assolement, de l'élargissement des routes, il y a l'encombrement que prend le trafic automobile dans l'espace, donc il y a la sécurité routière comme on avait dit tout à l'heure. Voilà, donc il y a vraiment plein de mauvaises raisons. Ce qu'on essaye de faire, c'est justement d'aller le plus possible vers les bonnes raisons, et donc de pas faire les mauvais projets, même si actuellement c'est un peu le contraire. Ce qui est assez amusant, c'est pour rebondir sur une des pétitions qu'on a lancées il y a quelque temps pour la requalification vraiment franche de la route des jeunes, avec la suppression du parking en son milieu, et puis une réduction drastique du trafic individuel motorisé sur cette artère. Il y a quelques décennies, il y avait failli y avoir un projet à Genève, enfin l'autoroute aurait dû continuer plus loin dans le centre, et heureusement ça s'est pas fait, et on regarde maintenant, mais on se dit mais vraiment ça aurait été complètement insensé, idiot de faire ça, et heureusement à l'époque, peut-être grâce à nos prédécesseurs, et en tout cas à d'autres, ça s'est pas fait, et l'extension de l'autoroute sur laquelle on votera le 24 novembre, on est un peu dans cette optique-là, et on espère que dans quelques décennies on pourra se retourner et se dire heureusement qu'on l'a pas fait. Et puis je pense que l'extension de l'autoroute c'est juste aussi une non remise en cause de l'existant. C'est tellement plus facile de dire politiquement c'est juste tellement pas courageux. C'est tellement facile parce que les gens qui votent, c'est aussi les électeurs, etc. C'est beaucoup plus facile de dire on va vous rajouter une voix, comme ça vous pourrez aller, etc. Voilà. Et puis de toute façon, quand ça sera coincé dans quelques années, à la rigueur, les politiques qui sont là maintenant, ils seront plus là dans quelques années. Et je trouve c'est un peu comme si on dit à quelqu'un si un médecin va dire à quelqu'un écoutez, prenez un pantalon 2 tailles de plus, ça ira très bien, plutôt que de dire revoyez votre alimentation, c'est une opportunité de vivre autrement et de vivre mieux, quoi. Pour moi, il y a vraiment quelque chose, et pour continuer les parallèles un peu alimentation, etc. L'histoire de la voiture électrique, c'est un peu aussi comme si vous dites à quelqu'un continue à boire 2 litres de coca, mais bois du coca zéro, quoi. On manque le coche pour vraiment aussi vivre mieux, quoi. Et je vois effectivement, comme vous dites, quand on va à l'étranger, etc. et tout, nous on y va beaucoup parce qu'on est amené à présenter les projets dans des colloques, etc. Et il n'y a pas besoin d'aller très très loin, quoi. Quand je dis l'Italie du Nord, parce qu'on a toujours cette vision de l'Italie du Nord très l'industrie automobile aussi, qui a quand même fait cette Italie du Nord pendant des décennies. Mais je veux dire, maintenant il y a 80 places qui sont piétonnisées à Milan, qui est pas non plus la ville la plus charmante et la plus verte de l'Italie, quoi. Mais donc ils sont capables, et ça amène un potentiel de transformation. Cette histoire d'autoroute, pour moi, c'est doublement dramatique. Oui, c'est ce qu'on appelle les verrouillages socio-techniques ou socio-écologiques, et on devra faire 3 fois plus d'efforts dans le futur qu'aujourd'hui. À l'heure où on n'arrive pas à faire les efforts requis aujourd'hui, on promet que dans le futur, on va en faire 5 fois plus. Je vais passer en revue un peu d'autres aspects, mais quand cette votation arrive, quand vous savez que il va y avoir ce type de votation, comment ça fonctionne une fois qu'on sait qu'on doit se battre
contre quelque chose? On a commencé par, à plusieurs associations, avec aussi certains partis politiques, à lancer le référendum, donc récolter des signatures pour amener ce sujet-là dans les urnes, devant la population. Parce qu'avant, ça allait déjà être fait sans... Exactement, non, il a fallu quand même avoir une contestation par référendum pour pouvoir voter dessus. Et ça nécessite déjà une assez grosse mobilisation, c'est 50 000 signatures à récolter à l'échelle suisse, donc c'est quand même déjà un gros travail. Et puis ensuite, il y a toute la mise en place de la campagne, avec effectivement toute une série de moyens d'information, de communication. Là autour, on essaye vraiment d'avoir une campagne qui montre justement, qui apporte des faits, qui apporte des preuves, qui est basée sur des études, qui montre que quand on élargit des routes, on ne permet pas de fluidifier le trafic parce qu'on augmente les déplacements, et donc du coup on crée des bouchons en moins de temps qu'on a mis pour les travaux d'élargissement. Donc on montre cette absurdité-là, on montre l'impact que ça aura sur les terres agricoles, parce que l'autoroute, notamment le Genève-Vengeron, est bordée par des terres agricoles, et donc du coup on va grignoter sur ces terres agricoles, on va passer à travers un corridor biologique au niveau du Vengeron. Voilà, on essaie de montrer objectivement tous les impacts que pourront avoir ce type de décision, et ça on le fait en s'appuyant et en allant élargir notre réseau, en travaillant avec d'autres associations, notamment il y a certains milieux agricoles qui se mobilisent contre cette autoroute, des milieux de défense de l'environnement, des associations comme le WWF par exemple, qui mettent en lumière l'impact que ça pourrait avoir sur la biodiversité, les différents milieux et biotopes naturels qui se trouvent actuellement aux abords de l'autoroute. On cherche aussi l'appui de scientifiques qui vont pouvoir nous montrer, nous chercher des études, et puis faire des modélisations de l'impact que pourront avoir ce type d'élargissement d'autoroute. Parce qu'aujourd'hui, on nous accuse, nos opposants nous accusent souvent de faire de l'idéologie anti-voiture. Mais en fait, ils écoutent absolument pas notre discours, parce que notre discours, il est pas celui-là. Notre discours, il est un discours de fait. Il est un discours d'étude. Il est un discours d'observation de la réalité. Je reviens à la question que vous avez posée tout à l'heure. Dans ces études et ces préétudes, la Confédération elle-même reconnaît qu'une augmentation des voies de circulation va engendrer plus de trafic, reconnaît que ça va avoir un impact carbone négatif. Donc finalement, même les auteurs de cette proposition reconnaissent ce genre de fait-là. Et c'est ça qu'on essaye d'amener aussi dans le débat public. Du coup, j'imagine, c'est énormément de mobilisation. Vous êtes sur la route. Comment vous touchez les personnes pour les sensibiliser? Parce que c'est pas juste je vais faire un tract et puis on va le distribuer. C'est quoi les différents moyens de sensibiliser? Ce que je peux juste dire, c'est qu'en amont de ça, en fait, puisque c'était une question nationale, l'ATE est aussi présente, à Berne, au Parlement, etc. On a un lobbyiste aussi qui est au Parlement, puis il y a une grosse sensibilisation qui a été faite au niveau du Parlement avant qu'ils votent, parce que ça aurait été quand même le souhait qu'on ait un Parlement intelligent qui touche le POC et qui dise oui, on a signé les accords de Paris, etc. et tout, il faut qu'il y ait une cohérence, voilà. Visiblement, ça n'a pas été le cas, et là, c'est vrai que c'est là où peut-être l'ATE, on a affaire à des lobbies qui sont hyper puissants. Non, puis disons, c'est vrai qu'il y a aussi une question de moyens après derrière où on reste une association avec certains moyens, mais pas non plus des moyens illimités comme peut-être ont d'autres associations qui ont par exemple beaucoup d'assurés automobilistes qui sont là un peu par défaut et qui en fait alimentent ce lobby extrêmement fort, même souvent sans le savoir, simplement par passivité, parce que s'assurer dans cette enseigne jaune est facile et pratique, et puis c'est le réflexe primaire. Et donc on a vraiment une disparité complète de moyens, et là du coup pour la campagne, en effet, on a du coup engagé 2 personnes qui sont à temps partiel, mais qui du coup s'impliquent pour faire justement campagne, pour mobiliser les comités des sections qui sont bénévoles, mais pour que tout le monde s'implique dans la campagne à venir, pour occuper l'espace sur les réseaux sociaux, etc. Mais évidemment, ça reste des moyens
complètement différents de ceux qu'ont les lobbies qui sont ceux de la construction, de l'automobile, etc. Et on le voit aussi dans tous les recours juridiques. Si je m'éloigne un petit instant du sujet autoroutier, c'est pour notre association, quand on décide de faire recours contre quelque chose, c'est vraiment quelque chose de lourd, c'est une charge qu'on doit décider, etc. Alors que d'autres peuvent faire des recours systématiques contre n'importe quel aménagement cyclable. Je les ai presque cités avant, et c'est vraiment des entraves systématiques et qui sont inconnus du grand public en fait, qui se voient pas, et c'est tout cet argent qui circule en arrière-plan, qui va clairement dans la mauvaise direction, et qu'on peut pas percevoir quand on est de l'extérieur, et qui doit aussi changer de direction, en tout cas être un peu rééquilibré. Peut-être certains autres points que vous essayez de mener, par exemple contre le bruit, que ce soit la proposition des réductions des axes routiers à 30 km/h, ou par exemple les nuisances sonores à l'aéroport de Genève. Pourquoi le bruit Pour différentes raisons. Vous avez raison de distinguer. Je pense qu'on n'est pas du tout dans la même logique quand on lutte contre le bruit routier ou contre le bruit des avions. C'est deux combats qui sont assez différents, mais l'objectif est le même. Et il est double, je dirais. C'est effectivement des questions de qualité de vie, de convivialité, d'avoir un espace de vie qui soit plus agréable, plus confortable. Mais ça va au-delà de ça, en fait. Le principal objectif, c'est un enjeu de santé publique. Le bruit a un impact très réel, très concret sur la santé de la population qui est soumise à des niveaux de bruit excessifs. Ça augmente le stress, ça réduit la qualité du sommeil, ça peut avoir des impacts, ça augmente le nombre de maladies cardiovasculaires. Donc c'est vraiment des impacts très concrets, très forts sur la santé, et c'est la raison pour laquelle effectivement l'ATO on a fait un de ses combats prioritaires ces dernières années. On a cherché à mobiliser nos membres, on a fait une dénonciation à la Cour des comptes pour essayer de mettre ce sujet sur le devant de la scène. On est aussi venu à l'appui de collectifs d'habitants qui se mobilisent. C'est un sujet de préoccupation majeur pour les habitants, ces questions de bruit. Et donc on vient à l'appui de collectifs d'habitants, notamment il y a eu un collectif qui s'est monté au Charmy, un collectif d'habitants à Saint-Gervais pour essayer de piétoniser, de réduire la vitesse de circulation pour des questions de sécurité routière, mais également pour des questions de bruit. Là-dessus, c'est vrai que c'est un peu frustrant, on le voit, parce que on a un peu le sentiment qu'on fait 2 pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, 2 pas en arrière, puis qu'on finit par se retrouver à peu près au même point. La stratégie bruit qui avait été mise en place il y a ça, je pense, 2 ans par le précédent Conseil d'État était, il faut le dire, relativement ambitieuse, avec un passage à 30 km/h la grande majorité des routes du centre-ville, mais aussi de certaines routes de l'agglomération, pour des questions de protection contre le bruit. Ça a suscité une levée de boucliers, alors qu'on a aujourd'hui des dizaines de milliers de personnes qui sont soumises à un niveau de bruit excessif. Donc ça doit vraiment être, à notre sens, une priorité de pouvoir leur apporter des solutions. Levée de boucliers, recours dans tous les sens, et finalement le Conseil d'État qui a reculé sur certains axes en acceptant de maintenir certains axes à 50 km/h, et ceux qui devaient passer à 30 ne le sont pas encore, parce que une partie des recours sont toujours pendants et ne sont pas tranchés. Donc finalement on a l'impression que vraiment, même quand on arrive à avoir des avancées, soit elles n'arrivent pas à se concrétiser, soit on revient progressivement en arrière. Et puis sur le bruit des avions et des aéronefs, alors là effectivement je pense que la métaphore du Don Quichotte est assez propice. Il faut savoir que dans le plan climat cantonal dont on parlait en début de discussion, les objectifs de réduction carbone ne comprennent pas l'aéroport, qui a été complètement mis de côté, opportunément oublié. Et donc aujourd'hui, il y a des autorités politiques qui ne veulent pas entendre
parler d'une réduction des mouvements à l'aéroport, de réduction de l'amplitude horaire aussi des décollages et des atterrissages à l'aéroport, ce qui fait qu'on a aussi, et là on parle de nouveau de dizaines de milliers de personnes qui sont soumises à des bruits extrêmement importants liés aux avions, avec des nuisances sur la qualité de vie et sur la santé qui sont majeures. Moi j'habite dans une commune qui est littéralement sous les avions, et les autorités de la commune, le maire et son adjointe me disaient l'autre jour, mais l'école de Gentot, qui se trouve sous le décollage des avions, quand il y a un avion moyen ou gros porteur qui décolle, les enseignants doivent arrêter de parler parce que les élèves ne les entendent plus. Donc on mesure un petit peu la péjoration aussi de la qualité d'apprentissage que ça peut avoir sur les enfants. Ce qu'on essaye de faire aussi, je dis, au niveau de l'ATE suisse, c'est aussi justement de mettre en avant les alternatives, là aussi, quoi. De se dire, on n'est pas non plus dans la privation, enfin, je veux dire, alors c'est vrai qu'on est dans un pays où il y a un niveau de déplacement et un niveau aussi de loisirs et d'investissement sur les loisirs qui est très élevé. Et moi, autour de moi, j'ai personne entendu cet été qui m'a dit « je suis partie en train, c'était horrible ». Je n'ai entendu que des gens qui m'ont dit « j'ai fait des choses en train qu'avant je n'aurais pas fait en train, mais en fait j'ai trouvé ça magnifique pour plein de raisons ». Et en fait c'est aussi ça, on essaye vraiment aussi de faire un lobby aussi pour qu'on réhabilite des lignes de train de nuit. Voilà, il y a vraiment toute une réflexion, et je pense que la TE elle est aussi présente au niveau national là-dessus, parce que c'est là aussi qu'est la clé. Alors il y a vraiment effectivement un problème urgent à régler dans un canton comme Genève, parce qu'on a vraiment ce gros problème de l'aéroport, et puis en même temps d'amener des alternatives, parce que on dit pas aux gens restez chez vous et ne prenez plus de vacances, c'est juste de dire partez autrement et voyez tout le potentiel que ça a. Voilà, ça vous amènera tout autant de bonheur. Mais donc il y a vraiment aussi je trouve que l'ATE on est fort sur ce double niveau, c'est qu'effectivement avec les sections sur le point politique on est là où il faut se battre. Et puis aussi au niveau national, on est là pour avoir une vision un peu plus large, parce qu'il faut avoir cette vision-là aussi pour proposer des alternatives, quoi. C'est une des actions aussi qui sont les relations de ferroviaire, que ce soit à l'international vers Lyon, qui est une des grosses lignes, mais aussi vers Milan et les autres trains de nuit qui vont peut-être venir dans le futur. Oui, c'était là-dessus justement que je voulais rebondir aussi par rapport à ce que Françoise disait, dans le sens où c'est justement un bel exemple de complémentarité entre la TE suisse et les sections, où par exemple la TE suisse justement promeut ces alternatives, et nous en tant que section, par exemple, on a un groupe transport public qui justement a édité une petite brochure avec un espèce de plaidoyer pour justement l'amélioration des lignes au départ de Genève, qui en fait sont aussi utiles pour toute la Suisse romande si on veut bien, mais pour justement demander politiquement aussi des avancées, et c'est vraiment très complémentaire comme action, et c'était aussi pour mettre en avant que au départ de l'aéroport de Genève, on a actuellement dans cette espèce de champ de ruines qui est un peu le trafic international de voyageurs par rapport à ce qu'il a été il y a quelques décennies, en fait encore déjà maintenant pas mal d'alternatives. Et si on prend le top 10 des destinations de l'aéroport de Genève, on se rend compte que si Lisbonne et Istanbul mis à part, on a 8 destinations qui sont atteignables en 3 et 8 heures de train, dans des conditions actuellement défavorables. Donc si en plus on progresse et que certaines liaisons on arrive à avoir soit des trains directs et ou des améliorations de temps de parcours au prix d'efforts des fois relativement modestes, on se rend compte que la plupart des liaisons de l'aéroport de Genève pourraient vraiment être assez facilement remplacées, et c'est là où aussi politiquement on doit avancer, parce que on a vu cet été les CFF dire dans la presse ils pensaient pas trop faire une liaison Genève-Londres parce que il y a déjà des liaisons à bas coût. Et nous, on a envie de dire, justement, oui. C'est qu'il y a une demande. Oui. Et là, on marche un peu sur la tête quand on entend ces propos en 2024. Vraiment, pour nous, c'est totalement incompréhensible. Et donc là, il y a un vrai, un vrai mood à changer complètement. Et aussi par rapport à l'aéroport, par rapport au vol, un des coûts qui est caché, c'est le fait qu'une compagnie à bas coût, elle doit voler de 6 heures à minuit.
parce que c'est les vols tôt et tard qui la rentabilisent, et c'est un modèle d'affaires où on laisse tout libre champ à l'économie, qui ne fonctionne pas dans une région comme Genève. Et ma foi, il y a une compagnie Orange qui fait son blé sur vraiment la santé des habitants et des habitantes du canton. Et là, c'est ce genre de choses qu'on doit vraiment dire, bah non, là, c'est pas de 6h à minuit qu'on va à Londres en avion en péjorant la santé des habitants, c'est en train, parce qu'on offre une liaison qui est facile et pratique à utiliser. Mais notre discours, il est pragmatique, et comme on est tout à fait prêt à reconnaître qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de se déplacer en voiture. On a parlé des petits entrepreneurs, artisans qui ont leur véhicule professionnel. On peut aussi penser à des personnes à mobilité réduite qui ont besoin de leur voiture pour se déplacer. On ne remet absolument pas ça en question. C'est la même chose pour l'avion. On remet absolument pas en question le fait que de temps en temps on prenne l'avion, notamment pour aller voir sa famille, surtout si elle habite dans une région qui est très difficile d'accès, soit en voiture, soit en train. De temps en temps faire un voyage, mais par contre que déjà de limiter les trajets un week-end sur 2 pour Barcelone, Bruxelles, Londres, etc. Et puis surtout ces villes-là. Alors effectivement, on peut pas y aller pour 48 heures, mais si on prend le temps de bien planifier, puis de prévoir des séjours un tout petit peu plus longs, on peut très facilement y aller en train. Mais on doit aujourd'hui faire l'effort de développer. Aujourd'hui, on peut accéder à ces villes-là en train, mais on doit améliorer l'attractivité de cette desserte en train en améliorant la rapidité de ces liaisons, et en essayant de limiter aussi les temps de correspondance pour rendre ces trajets plus attractifs. Maintenant, on considère un acquis immuable de prendre l'avion pour aller à Londres pour pas cher. C'est quelque chose de tellement récent et quelque chose qu'on pourrait... Enfin, c'est quelque chose qui n'a pas façonné nos vies. Et on prétend que c'est maintenant dans notre fibre, dans notre cœur, on peut pas faire sans, quoi. C'est qu'il y a un peu le pot de confiture qui est grand ouvert, avec vraiment des encouragements en plus à y aller. Puis tout le monde sait qu'il faut pas y aller, mais voilà, il est là. Vous voyez partout de la pub qui vous dit, voilà. Donc, ma foi, les gens le font. Et en effet, la confiture, c'est bon. Et donc, c'est pour ça que vraiment, on doit trouver des moyens, en effet, aussi bien par les alternatives, par le prix aussi, qui reste quand même un facteur important, par les possibilités offertes, de faire en sorte qu'en effet, on puisse toujours, une fois de temps en temps, comme disait avant Caroline, avoir de la confiture, mais pas tout le temps n'importe comment être tenté. Et en fait, c'est là où il y a des ressorts aussi par rapport à la publicité qui sont très importants et qu'on retrouve aussi dans le monde automobile d'ailleurs. Mais c'est ce que j'allais dire, on retrouve exactement dans le monde parce que la voiture, c'est aussi des coûts cachés. Et c'est vraiment ce problème en fait de la dimension économique qui est totalement faussée. Par contre, quand on sait que, et puis je pense pas qu'il y a beaucoup de gens aussi qui font leur budget voiture sur l'année, et puis on sait que maintenant renoncer à un véhicule, c'est quoi? C'est une économie de 10 à 12 000 francs par an. Par contre, moi, les gens que je connais qui ont renoncé à la voiture, du coup, ils se sont dit, mais j'ai un budget vacances. Alors pour le coup, j'espère qu'ils vont pas le reporter sur l'avion, mais par contre, voilà, c'est vrai que tout d'un coup, il y a une valeur, il y a vraiment un problème, économique, de valeur économique de tout ça. Et par rapport à la publicité, il y a vraiment un problème global on faisait le parallèle de l'aviation qui propose des vacances en avion plutôt qu'en train, à la voiture, où on propose des voitures plutôt que des vélos ou des transports publics, même si par exemple les transports publics genevois ont fait un peu une campagne intéressante l'année passée, etc. Mais c'est balbutiant. Et puis après, on peut même l'étendre à d'autres domaines. On voit aussi dans le domaine de la nourriture, ce sera plutôt pour des fast-food que pour des restaurants où on mange sain et équilibré. Ce sera pour de la viande plutôt que pour des fruits et des légumes. Donc c'est vraiment ces incitations économiques à toujours consommer plus. Et dans le domaine de la mobilité, pour l'instant, c'est pas encore beaucoup remis en question, même si on essaye très fort. J'ai entendu parler d'employeurs, je suis pas sûre qu'ils soient à Genève, mais qui, un petit geste environnemental, offrait 1 à 2 jours de vacances de plus à leurs employés qui décidaient de partir en vacances en train plutôt qu'en avion. C'est peut-être un petit mais moi je trouve ça génial, parce qu'effectivement aussi ce que vous avez fait en fait, c'est réinvestir le voyage. Le voyage devient un élément des vacances.
Alors que, en fait, pendant longtemps, le voyage, c'était juste en déplacement. Enfin, je veux dire, c'était, on va le plus vite d'un point A en point B. Tandis que là, maintenant, tout ça, c'est aussi justement toujours une invitation à se transformer, quoi, puis à vivre les choses différemment. Et à se dire, finalement, effectivement, au lieu de prendre le vol jusqu'à Lisbonne, je vais peut-être m'arrêter chaque fois dans une ville en France, ou, enfin, etc. et tout. Enfin, il y a ce côté, et j'ai trouvé ça, très intéressant aussi, ces entreprises qui disent, si l'employé fait l'effort de faire le déplacement en train en sachant que ça va lui prendre 2 jours de plus, l'entreprise fait l'effort de lui offrir ce temps, que ce soit pas pris sur ses vacances. Je trouve ça vraiment génial. Et en fait, c'est un peu ce courage-là et cette vision-là dont on a besoin en politique, dans nos administrations fédérales, enfin, etc. De saisir l'opportunité pour voir les choses autrement, quoi. Et les personnes, très rapidement, sont prêtes de faire ce changement. C'est-à-dire que les universités, maintenant, de plus en plus, certaines, disent que si c'est en dessous de 8 heures, vous prenez le train. Donc voilà, sinon on vous rembourse pas. C'est tout. Et voilà, on s'adapte. C'est pas non plus la fin du monde. Je parle de déplacement professionnel, évidemment. Mais une fois qu'on a l'habitude pour les déplacements professionnels, la bascule pour faire ça pour les personnels, c'est très facile. On voit que c'est possible. Donc, peut-être un dernier point avant de passer sur l'interconnexion avec les autres acteurs et actrices de Genève. Les horaires, on a parlé un peu du train brièvement, mais peut-être que les horaires... c'est un peu un point bloquant. Oui, en effet, les horaires, c'est un point bloquant. Pourquoi ? Parce que il y a eu un sous-investissement dans le rail ces dernières décennies, ce qui fait que aujourd'hui on se retrouve avec une Suisse romande où on manque de possibilités en termes de liaison, notamment entre Genève et Lausanne par exemple, complètement saturée, et où pour différentes raisons on se retrouve à péjorer la qualité de l'horaire, à rallonger des temps de parcours, à supprimer des liaisons directes, ce qui est vraiment à l'opposé inverse de ce qu'on doit amener justement pour offrir des alternatives, des possibilités de report modal. Et donc c'est pour ça qu'on a vraiment souhaité rappeler que la Suisse romande existe peut-être à la Berne fédérale. Si on regarde, il y a eu plusieurs grandes étapes d'aménagement du réseau ferroviaire, dont Rail 2000, et qui était justement pour le tournant du millénaire. Et si on regarde, les temps de parcours ont plutôt eu tendance à se rétrécir. Il y a eu de nouvelles alternatives, etc. Et des réseaux de S-Bahn qui se sont développés. Et en Suisse romande, malheureusement, on est resté, avec quelques exceptions comme le Léman Express, un peu à l'écart de ça, et notamment en termes de trafic grande ligne, on est la seule région de Suisse qui a connu des rallongements de temps de parcours, alors que toutes les autres ont connu des rétrécissements. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est engagé, par le biais d'une pétition, par le biais de communication, de rencontres de différents acteurs, à dire, mais là, c'est pas ok, on doit vraiment aller dans l'autre sens. Et ces horaires, on peut pas tolérer une péjoration de l'offre quand on dit aux gens il faut faire un report modal. C'est juste pas possible. Et on sait que des ruptures de charge, c'est extrêmement problématique. Ça fait fuir les gens quand il faut changer de train. Si en plus c'est pas quai à quai, c'est dès qu'il y a des bagages, dès que c'est clair que c'est absolument pas agréable. Et donc vraiment, on doit aller dans une direction complètement opposée, et pour l'instant, c'est des promesses pour le futur. On voit aussi qu'il y a eu la problématique des nouveaux trains à 2 étages qui étaient censés épargner les travaux d'investissement du réseau ferroviaire, notamment de Berne et Lausanne, simplement par la technique de ces trains. Ça fonctionne pas. Donc on a pris de nouveau 15 ans de retard, et on a la liaison Berne-Lausanne qui est encore beaucoup trop lente. Et donc vraiment, on doit complètement changer de paradigme en Suisse romande. On a eu un premier petit aspect sur le tunnel Morges-Perrois, qui est le début du doublement de la ligne Lausanne-Genève, mais qui est encore pour 2050, c'est dans beaucoup trop longtemps. On a l'impression de parler d'un temps, alors que on n'est pas du tout en phase avec le dérèglement climatique qu'il y a aujourd'hui maintenant. Et encore, c'est qu'un petit bout. Donc vraiment, il y a un gros focus à mettre sur la Suisse romande en termes de rail, pour améliorer ça assez drastiquement, et aussi bien à court, à moyen qu'à long terme. En
fait, ce qui est assez frustrant, c'est qu'aujourd'hui, comme l'a très bien rappelé Mathieu, on constate des dégradations successives de l'offre ferroviaire à destination de la Suisse, effectivement, le Léman Express mis à part, parce que ça c'est vraiment une réussite et un énorme gain d'offres. Mais sur le reste de la Suisse, on a perdu la ligne directe Genève-Bâle. Là, on nous annonce des suppressions de lignes directes entre Genève et Zurich. On a des augmentations du temps de parcours. Le Genève-Lausanne, qui il y a encore quelques années mettait 33 minutes, en met maintenant 36, va être encore prolongé. Et on voit ces dégradations de l'offre à un moment où on devrait au contraire améliorer la desserte ferroviaire pour encourager l'usage du train par rapport à la voiture sur des trajets Genève-Berne, Genève-Zurich ou Genève-Bâle. Et tout ça sans vraiment voir un horizon qui nous permettrait d'espérer des améliorations futures. Effectivement, 2050, ça paraît extrêmement lointain. Et donc, c'est, je pense, cette accumulation d'une détérioration de l'œuvre d'un côté et de l'absence d'anticipation d'une amélioration à court terme qui est effectivement très pénalisante pour la région de l'arc lémanique aujourd'hui. Très bien, donc on a peut-être peint le paysage de certaines de vos actions. Quand vous travaillez avec les acteurs de la mobilité, parce qu'évidemment, que ça soit au niveau fédéral ou au niveau cantonal, il y a des acteurs tant pour les infrastructures, pour les modes de transport, pour les imaginaires, pour la politique. Comment vous rentrez dans cet écosystème? Enfin, quelle est votre place? Quelle est la place que vous essayez de prendre, que ça soit au niveau cantonal ou au niveau fédéral? Alors, au niveau fédéral, je dirais donc la TO Suisse est présente parce qu'effectivement, comme je disais, on est présent au niveau du Parlement, on est présent, enfin, en termes de sensibilisation, je dirais, permanente du politique. Il y a des contacts avec les administrations, enfin, etc. C'est vrai que après, il y a cette histoire de pouvoir et de puissance et aussi de moyens financiers. Hein. L'association, l'ATE est une association qui vit par l'argent de ses membres. Et puis on sait que les membres, on n'est pas dans une croissance folle non plus. Les gens deviennent moins membres voilà. Donc il y a toute une réflexion autour de ça, mais ça veut dire qu'effectivement nos moyens financiers sont limités. Et je pense que contrairement à d'autres associations, les gens qui deviennent membres de l'ATE sont des gens qui deviennent membres parce qu'en même temps ils veulent participer à soutenir toutes les valeurs et tous les combats quelque part que mène l'ATE. Donc on a des membres qui sont des gens qui sont pleinement conscients mais du coup ça il faut aller les chercher. Donc nos moyens étant ce qu'ils sont, enfin avec les moyens qu'on a, on fait le maximum qu'on peut en termes effectivement de sensibilisation. On est membre aussi de réseaux européens aussi. On travaille beaucoup avec d'autres associations. Alors, réseau européen au niveau institutionnel, et puis après, selon les campagnes, on travaille beaucoup avec des partenaires belges, français, italiens, allemands, autrichiens. Enfin voilà, il y a d'autres associations aussi sœurs en Autriche et en Allemagne. Donc voilà, donc là il y a effectivement tout en réseau, et puis on participe à des conférences internationales sur les questions de la marchabilité, du vélo, de tout ça. Voilà. Et puis après, si on redescend au niveau du territoire romand, je dirais, quand on fait des projets comme les plans de mobilité scolaire ou maintenant les plans de mobilité senior, alors là, on a développé quelque chose qui est un peu nouveau comme modèle de travail à l'ATE depuis une dizaine d'années, c'est qu'en fait, on reçoit des mandats des communes. Donc, on est mandaté par une commune qui va nous payer, alors des fois avec un soutien cantonal, parce que les cantons soutiennent ce genre de démarche qui permet aussi d'avoir une vision du territoire en se mettant au niveau des enfants ou au niveau des besoins des seniors, qui est quand même une population qui est en pleine croissance, elle. Donc voilà, et puis c'est intéressant parce qu'aussi notre idée c'était de se dire, ça sert à rien d'arriver avec des recommandations dans une commune qui a pas envie. Et l'envie, elle se manifeste aussi par l'argent qu'on va mettre aussi sur ce mandat, et qui fait qu'après on se sent aussi un peu il est nécessaire de mettre en place les choses qu'on a commandées, qu'on a commanditées. Mais ça, c'est un très très beau travail, parce qu'on se rend compte que finalement, si on prend par exemple un plan de mobilité scolaire, comme je disais au début, on est mandaté par des communes, quelle que soit leur couleur politique. Et quand on arrive en disant il faut réduire la vitesse des voitures devant l'école,
Et ben en fait jamais une commune va nous dire ah non réduire la vitesse ça se fait pas, parce que là le besoin il est évident, les objectifs ils sont avant tout la sécurité des enfants, limiter le trafic devant les écoles, limiter le bruit, limiter les émissions de gaz à effet de serre, enfin etc. Et là, tout d'un coup, cette mesure du 30 à l'heure qui peut avoir une connotation très politique si on arrive en disant on veut des routes à 30, on voit bien au niveau national aussi ce que ça crée comme débat. Pour une commune qui a à cœur le bien-être de ses habitants et puis la sécurité de ses enfants, c'est juste évident comme mesure, quoi. Donc c'est vraiment aussi intéressant de travailler à ce niveau-là. Et là, on travaille vraiment main dans la main dans les communes. Pour nous, c'est toujours des moments extrêmement intéressants. Parce qu'on doit d'une part travailler avec souvent les services techniques de la commune, mais aussi avec le politique, faire des présentations au conseil communal, enfin etc. Alors commission mobilité ou sécurité. Et puis en fait, en même temps, on leur explique l'importance de certaines mesures pour le besoin de leur population enfant, de leur population senior. Je pense que eux, ça les éduque quelque part. Enfin peut-être éduquer, c'est pas un très joli mot, mais ça les sensibilise, voilà. Aussi à ces besoins-là et à l'importance aussi de la mobilité pour la qualité de vie, voilà, et le quotidien de leurs habitants. Donc on travaille vraiment, je trouve, à plein de niveaux. Et puis alors après, le niveau vraiment cantonal, là, je laisse la section répondre. Et les communes, entre guillemets, savent, quand elles toquent à votre porte, elles savent ce qu'elles vont recevoir après. C'est-à-dire qu'elles savent que vous avez une attention particulière pour la mobilité scolaire et des personnes soit à mobilité réduite, soit seniors. Donc, elles savent la couleur, entre guillemets, de comment ça va être. J'imagine qu'elles recherchent ça en venant à l'ATE. Oui, alors c'est vraiment ça qui est très très intéressant, c'est qu'effectivement on est l'ATE, donc voilà, il y a pas de surprise, disons. Mais c'est pas, vous allez pas dire un grand parking et une grosse autoroute et tout ça qui passe à travers l'école, ouais voilà. Pour desservir l'entrée du village. Non, mais c'est très intéressant parce que bon après on a une expertise, hein, on a au sein de notre bureau roman, on a des personnes qui sont vraiment des experts. Sécurité routière et qui ont fait aussi des formations pour les aménagements, pour évaluer les aménagements routiers ou cyclables, etc. et tout. Donc on n'a pas seulement, disons, le côté militantisme et sensibilisation et nos taux de couleurs, mais on a aussi une expertise vraiment technique. Et pour nous, c'était très important justement d'arriver avec ces deux volets, quoi. Donc c'est aussi pour ça et puis on a développé aussi c'est des processus qui sont vraiment des processus participatifs, ces plans de mobilité. Donc ça démarre avec une énorme enquête auprès des enfants, des parents, des enseignants, ou alors auprès des seniors. Qui nous disent en fait quels sont leurs problèmes, et en fait si je me réfère juste à un plan de mobilité senior qu'on a fait à côté à Plan-les-Ouates, un des principaux problèmes qui a été relevé par les seniors, c'était la cohabitation piéton-vélo sur un axe, un peu une sorte de voie verte qu'ils ont depuis très très longtemps, mais qui est une voie verte piéton-vélo. Puis nous, ça nous amène aussi à l'ATE, voilà, des nouveaux thèmes aussi, de se dire mais c'est vrai qu'effectivement ça c'est des thèmes qu'il faut qu'on adresse et qu'il faut qu'on réfléchisse, parce qu'on veut plus de piétons, on veut plus de vélos, ce qui crée forcément des espaces de cohabitation. Il faut que cette cohabitation elle se passe bien, donc il faut qu'on l'accompagne, quoi. Donc c'est aussi très intéressant, c'est là aussi où notre travail en tant qu'ATE il évolue, quoi, avec et bon, moi j'espère qu'effectivement quelque part pas qu'on aura de plus en plus de problèmes de cohabitation piéton-vélo, mais qu'on aura de plus en plus de solutions parce qu'il y en aura de plus en plus, quoi. C'est quand même ça qu'on veut. Mais c'est vrai que cette question, elle est à régler. Donc on travaille vraiment main dans la main avec les communes, et je pense que c'est là aussi où on voit, quand on revient à ce qu'on disait au début, que finalement les valeurs de l'ATE, c'est pas des valeurs révolutionnaires, c'est vraiment maintenant des questions de cohérence et de bon sens. C'est que justement des communes qui sont pas forcément d'une couleur politique qui seraient naturellement proches de l'ATE ont ces besoins et font appel à nous, quoi. C'est quand même très intéressant. Ça. Et puis ça vous légitime, mais aussi ça vous donne toutes les munitions nécessaires pour répondre aux craintes éventuelles. Si vous avez déjà mis en place un plan de mobilité, vous savez que les enfants, les parents, les seniors, c'est un peu les craintes que ces personnes ont, qu'elles aimeraient voir. Moi, j'ai peur du vélo quand je marche. Voilà. Et on peut répondre directement, que ça soit dans les pétitions ou dans les campagnes,
par ces éléments parce que vous les avez déjà rencontrés, déjà résolus, déjà discutés avec les usagers et usagères, j'imagine. Oui, ça nous donne une lecture assez fine de la situation. Et d'ailleurs, en fait, ce qu'on fait, c'est que maintenant, ça fait une dizaine d'années qu'on fait ces plans de mobilité scolaire. Ça fait 4-5 ans qu'on fait des plans de mobilité senior. Mais avec les plans de mobilité scolaire, on a finalement tout ce retour des questionnaires. Donc, on a des milliers de données qu'on est actuellement justement en train qu'on va valoriser à travers une étude parce que ça nous donne aussi, du coup, l'ATE a un nombre de données qui sont rares aussi en Suisse, sur la mobilité scolaire. On a très peu d'informations. Il y a juste le rapport Sinus, et puis le micro-recensement qui s'en occupe, mais au milieu de beaucoup d'autres données et qui essayent de faire des recoupements. Mais là, c'est vraiment des données brutes qui touchent au ressenti, effectivement, de quels sont les endroits, les aménagements qui amènent de la sécurité et ceux qui n'en amènent pas. Et ça, c'est quand même extrêmement utile maintenant d'aller les analyser. On attendait d'avoir un volume de données suffisamment important pour les analyser, mais maintenant, c'est effectivement ce qu'on va faire cette année et l'année prochaine. Et au niveau cantonal, du coup, il y a le canton, il y a les TPG, il y a les MANIS. Comment vous vous placez dans le canton pour pousser, pour promouvoir, pour sensibiliser certaines de ces initiatives? Bon, vu le gap qui nous reste à franchir pour vraiment réussir à mettre en œuvre ce tournant vers une mobilité d'avenir, je dirais qu'on actionne à peu près tous les leviers qu'on a à portée de main. Ça va effectivement de la pétition, des papiers de position pour essayer de mettre sur le devant de la scène un sujet et de faire parler d'un sujet. On fait des actions juridiques. Ça nous est arrivé de faire des recours ou ce qu'on appelle des appels en cause pour contrer un recours. On a des liens très étroits avec non seulement les autorités politiques au niveau cantonal, mais aussi l'administration avec qui on a des rencontres régulières. Donc on est régulièrement consulté, que ce soit par les commissions parlementaires, mais aussi lors des phases de consultation sur des projets, que ce soit la voie verte, le plan directeur communal d'une commune, sur les aspects mobilité. Donc voilà, on essaye vraiment d'actionner tous les leviers qui sont aujourd'hui à notre disposition pour faire avancer la conception de la mobilité qui est la nôtre, c'est-à-dire un centre-ville qui soit apaisé, pacifié, où on évacue une partie des déplacements et des véhicules voitures, parce qu'il y a évidemment tout l'enjeu des déplacements, mais il y a aussi tout l'enjeu du stationnement, pour permettre de faire de la place, ça revient à ce qu'on disait au début, pour faire de la place aux mobilités douces, actives et transports publics. Oui, peut-être pour compléter, en fait, je pense que nous, ce qui nous importe, c'est de donner une voix à des usagers et des usagères qui n'ont pas forcément une voix ailleurs. Il y a d'autres associations évidemment qui le font. Je pense par exemple à ProVélo pour les cyclistes, à Mobilité piétonne pour les piétons. Mais il y a aussi les transports publics et je pense qu'en tant qu'association, c'est important justement de faire en sorte que ces personnes-là aient une voix qui porte dans le discours politique. Je pense, pour l'illustrer, une anecdote qui me semble assez parlante, c'est dans le cadre de notre pétition sur la route des jeunes, dans une discussion avec un député PLR. Sa question, parce qu'évidemment il y a des entreprises là-bas, puis du coup on a ajouté sur une invite dans la pétition par rapport au fait qu'il fallait faire attention à toute la question logistique dans le traitement de cette pétition. Et il demandait mais du coup vous dites qu'il faut faire attention, donc c'est pour les entreprises, puis est-ce que vous avez contacté les entreprises? Et puis je lui ai répondu mais c'est ni pour ni contre. C'est-à-dire que bien sûr il faut faire attention, mais c'est pas spécialement pour les entreprises, c'est pas contre elles non plus, c'est pour les habitants, les habitantes, les piétons, les piétonnes, les cyclistes, les usagers de transport public. Et je trouve assez symptomatique que sa question portait sur est-ce que vous avez contacté les entreprises et absolument pas sur est-ce que vous avez contacté des représentants des piétons, des cyclistes ou des usagers des transports publics. C'était pas sa préoccupation du tout. L'humain, finalement, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est l'économie pour certains. Et je pense que c'est assez symptomatique. Et nous, on dit, bah non, c'est aussi la qualité de vie. Là, par exemple, la route des jeunes, on sera dans le quartier du Pave où tout se développe. On a vraiment une qualité de vie, justement, de demain à penser. Et c'est pas l'économie qui fait tout. Bien sûr, ça a une importance, mais c'est pas
le seul truc à suivre aveuglément et tant pis pour le reste qui doit s'adapter autour et je pense que c'est là où notre association elle a vraiment un rôle avec les différents partenaires à rééquilibrer un peu cette vision des fois très très portée sur l'économie. Et je pense que le terme de qualité de vie que t'as donné, pour moi, il est assez essentiel aussi pour définir un peu justement le travail de l'ATE, quoi. C'est vraiment effectivement de développer une mobilité qui soit respectueuse de la qualité de vie, mais qui soit aussi partie prenante de la qualité de vie, quoi. C'est vraiment, il y a vraiment cette question-là, quoi, aussi. Et toutes les questions du bruit, de la pollution, de la sécurité routière, enfin, tout ça, ça fait partie de cette qualité de vie. Et pas de se retrouver avec une mobilité subie comme on a maintenant. Finalement, j'ai l'impression que si on faisait un sondage auprès de la population de Genève, enfin, il y a personne qui aimerait un statu quo de la situation actuelle. Et pourtant, quand on veut faire bouger les choses, c'est tellement compliqué, quoi. Du coup, vous avez quand même un rôle très fédérateur de toutes les associations qui sont plus spécialisées, que ça soit pour la marche, le vélo, les transports publics, etc., etc. Vous accordez un peu, ou en tout cas vous renforcez, vous donnez un peu, vous êtes un peu l'allié stratégique, si je puis dire, de toutes ces voies vives et que vous essayez de donner aussi une cohérence. J'imagine que ça demande aussi un travail d'orchestration, de concertation, d'alignement de priorités, quand, où, qui, etc., etc., quoi. C'est vrai qu'il y a un vrai travail complémentaire entre les différents acteurs, disons les associations, si on prend pour les mobilités actives, les transports publics, et c'est vrai que c'est complémentaire dans le sens où par exemple des associations exclusivement cyclistes ou piétonnes pourront se concentrer sur un mode, et donc quand il y a une problématique spécifique à ce mode-là, aller vraiment sur le sujet en profondeur. Mais c'est aussi important, je pense, d'avoir des fois un regard plus global. Quand on parlait de la cohabitation piéton-vélo, par exemple, peut-être que là, on arrive à avoir un regard plus global. Et puis après, on a aussi une fêtière, coordination de transport et déplacement, où on est tous ensemble, donc où on se regroupe et où justement on peut avancer d'une seule voie. Donc c'est important de pouvoir avoir des fois des voies un petit peu différentes aussi sur le mode d'action. Certaines associations vont être peut-être plus institutionnelles, d'autres peut-être un petit peu plus dans l'action un peu plus directe, le coup d'éclat entre guillemets, et certainement que tous ces modes d'action, ces focus mis sur l'un ou l'autre mode, etc., ou au contraire plus généralistes, sont très importants pour justement activer un maximum de leviers. On rentre dans la partie conclusion. Est-ce qu'il y a des étapes phares que vous pensez, des coches à ne pas rater? Comment vous voyez la mobilité à Genève 2030-2050, des choses qu'on doit absolument mettre en place? Bon, je dirais que la première étape déjà, c'est d'éviter de faire des bêtises difficilement réparables par la suite. La première, c'est les autoroutes. Je sais que ça a été voté, mais ça a été voté il y a passablement d'années et que du coup on pourrait le re-questionner, mais ce serait un non-sens absolu aujourd'hui de construire la traversée du lac, une infrastructure qui, à l'instar de l'élargissement des autoroutes, va complètement à l'envers du virage de la mobilité qu'on devrait prendre. Donc aujourd'hui, on ne doit plus construire des nouvelles infrastructures routières ou élargir des infrastructures routières existantes. On doit redistribuer l'espace plutôt que d'étendre le réseau, à l'exception, quelques petites exceptions. Si on crée tout un nouveau quartier, il faut évidemment des routes pour le desservir. Mais aujourd'hui, ça c'est la première chose. On doit éviter de faire des bêtises qu'on devra rattraper après. Et puis ensuite, et il faut le mettre en œuvre extrêmement vite, parce que quand on parle de mobilité, c'est comme quand on parle d'aménagement du territoire, on parle d'un temps long. C'est extrêmement long de faire des études, de planifier, d'opérer des travaux pour mettre en place. Alors évidemment, une ligne de train, c'est peut-être ce qui est le plus long et le plus compliqué, mais même planifier la création d'un site propre pour un bus, d'une voie verte, piéton, vélo, ça prend du temps de décision, de planification, de mise en œuvre, et donc on doit aujourd'hui mettre un gros coup d'accélérateur sur la mise en œuvre de ces nouvelles infrastructures, qui soient des infrastructures qui permettent d'étendre l'offre de transport public, d'améliorer la desserte et en particulier
les cadences et la vitesse commerciale des transports publics pour que ce soit vraiment on ait vraiment des transports publics qui soient le plus performants possible. Ils sont pas, enfin, je critique pas le réseau de transport public. Je pense qu'on a quand même la chance aujourd'hui à Genève d'avoir un réseau de transport public qui soit solide. Mais on doit pouvoir améliorer encore la situation. Et puis, d'un point de vue des mobilités douces et mobilités durables, là, il faut vraiment qu'on opère une accélération majeure pour avoir des pistes cyclables qui soient directes, qui soient continues, qui soient pas minimalistes. Aujourd'hui, on a tendance à faire des infrastructures qui sont minimalistes, avec une largeur qui est au minimum de ce qui est prévu par les normes fédérales, alors que la mobilité, elle a largement évolué depuis la mise en œuvre de ces normes fédérales. On a des vélos cargo, on a des vélos électriques 45 km/h qui se retrouvent à circuler sur les mêmes pistes cyclables qu'un vélo mécanique qui se déplace à 20 ou 25 km/h. Donc il faut permettre des possibilités de dépassement. Aujourd'hui, les infrastructures qu'on construit aujourd'hui, elles sont déjà sous-dimensionnées. Donc on doit améliorer tant la quantité que la qualité de ces aménagements. Moi, il y a 3 paramètres que je trouve importants. Je reviens à cette question de la qualité de vie et du bien-être de la population. Je pense que la mobilité doit vraiment participer à cette amélioration de la qualité de vie. Les engagements climatiques et l'urgence climatique qui fait qu'effectivement on parlait de 2030, 2050, bon 2030 c'est littéralement demain. Mais je veux dire c'est pas des dates, enfin je veux dire c'est pas des choses qu'on va pouvoir repousser quoi. Là on est devant quelque chose de plus grand que nous et voilà c'est des dates, elles sont là et il faudra faire avec. Autrement justement on va péjorer cette qualité de vie. Et puis le troisième élément c'est la réussite de ce qu'on a vu récemment avec le Léman Express, la réussite des voies vertes qui sont prise d'assaut et puis aussi voilà des rares aménagements cyclables bien faits. Il y en a quelques-uns mais on voit tous, on observe tous le nombre de cyclistes qui a quand même augmenté, voilà. Et je partage totalement ton avis qu'effectivement, il faut pas maintenant faire des aménagements pour la mobilité active qui ne dérangent pas les autres mobilités. Il faut avoir le courage d'autant plus parce que les piétons et les cyclistes sont les plus vulnérables. Donc il faut vraiment leur donner de la place et de la sécurité. Et je parlais de la mobilité des seniors. L'idée, c'est aussi qu'on se retrouve avec de plus en plus de seniors qui puissent se déplacer à vélo. Maintenant, il y a aussi de même qu'il y a des vélos des modèles familiaux de vélos. Maintenant, il y a aussi des modèles de vélos seniors. Et c'est quand même un moyen qui serait merveilleux. Donc, mais il faut que pour mettre des enfants et des seniors à vélo, il faut que les aménagements ils soient généreux et dimensionnés pour. Et voilà, donc faut vraiment avoir ce courage-là. Donc moi je rêve vraiment effectivement d'une mobilité à Genève qui tienne compte de ces 3 éléments et puis aussi qui mettent en valeur des lieux de Genève qui pour l'instant sont des sortes de semi-autoroutes et qui devraient être des lieux en fait je pense au quai. Voilà, on sort de l'été, on se rend compte de tout le potentiel qu'il y a et je pense que voilà vraiment il faut voir toute la voilà une relecture. Enfin je pense qu'il y a un grand c'est la bonne nouvelle, c'est qu'en fait à Genève il y a un grand potentiel d'amélioration et je pense que voilà il faut juste avoir effectivement le courage et mettre en avant cette qualité de vie et le bien-être de la population. Et comme petit élément aussi, comme coche à ne pas manquer que je vois, c'est aussi le lien nécessaire à peut-être recréer plus fermement entre mobilité et aménagement. C'est-à-dire que c'est aussi un élément très important pour que la mobilité soit pas subie et pour l'instant il est peu fait. On a construit énormément en France voisine de manière assez incontrôlée. À Genève, ce qui a été construit a pas toujours été très bien réfléchi par rapport à ces mobilités-là et notamment on voit des fois que les nouvelles infrastructures de transport public ou de voies vertes sont plutôt utilisées pour aller habiter plus loin que pour améliorer la mobilité. Et c'est vrai que ça, c'est peut-être aussi un coche à ne pas manquer, et on aura l'occasion évidemment d'en reparler, ne serait-ce qu'avec tout le développement de Praille Acacia Vernet, etc. De bien avoir ce lien en tête et de faire en sorte que ce lien permette justement d'avoir une mobilité qui soit pas subie, mais une mobilité qui soit souhaitée pour des aménagements de qualité au final. 2 dernières petites questions. Vous avez parlé on a énormément de potentiel. Est-ce que vous avez vu d'autres endroits ? Est-ce que durant des visites
professionnel ou personnel, vous avez vu des choses qui fonctionnent et qu'il faudrait qu'on réplique ici? Et deuxième sous-question, est-ce que c'est pas forcément une initiative, mais aussi un acteur ou une personne ou un type d'organisation qui serait utile d'avoir à Genève qui permettrait de faire changer, faire bouger les lignes? Moi, j'ai 2 exemples, effectivement, que j'ai trouvé très inspirants. C'est la ville de Bologne, qui est passée complètement à 30, et qui est vraiment partie, voilà, des quartiers, enfin du bien-être que ça amène dans les quartiers. Voilà, qui couple aussi avec la mise en place de lignes de tram dans le centre et la piétonisation à terme des rues qui sont vraiment au centre de la ville de Bologne. Et je trouve ça vraiment magnifique, et ils le font. Et en plus, c'est fait à l'italienne avec une campagne d'information qui est splendide. Donc ça fait vraiment plaisir de voir aussi des belles choses, voilà, de promotion de Vitezos, mais qui sont vraiment belles. Et puis l'autre, c'était en ville de Bruxelles. Alors il y a une grosse réflexion de la ville de Bruxelles Mobilité, vraiment d'avoir piétonnisé les boulevards, etc. et tout. Moi, ils m'ont toujours fait rêver avec ça fait des années qu'ils ont mis 30 à l'heure devant toutes les écoles, et que maintenant ils piétonnisent, mais vraiment piétonniser de manière permanente les rues devant les écoles, ce qui fait que ça ouvre une sorte de parvis devant les écoles, de lieu de vie aussi. Voilà, ils mettent, comme dans le nord d'Italie, ils mettent des bancs. En Italie, ils mettent des bancs de table de ping-pong, et puis ça y est, quoi. Je veux dire, la vie est là. Et puis la rue vit autrement. Ça, j'aime beaucoup. Mais pour revenir à Bruxelles, la dernière initiative qu'ils ont fait, c'est d'identifier des rues qui sont en fait des rues de transit, qui sont utilisées par le trafic de transit. Et en fait, ils la coupent par des plots, par de la végétation, par etc. et tout. Ce qui fait que les personnes qui habitent et qui doivent accéder à parking souterrain, ils peuvent, simplement en réfléchissant un peu différemment, parce qu'on peut plus la traverser. Mais par contre, ils se libèrent de tout le trafic de transit, qui est un trafic qui finalement n'amène que des nuisances et rien à la vie du quartier. Et les exemples qu'on a vus, c'est magnifique. Donc je trouve que ça, c'est vraiment intéressant aussi pour toujours dans cette histoire de qualité de vie, de mobilité qui participe, enfin qui se transforme et qui participe à une nouvelle qualité de vie. Moi, j'avais aussi Bruxelles en tête comme exemple, et aussi comme exemple de courage politique, parce que on fait pas d'omelette sans casser d'œufs, et là vraiment ça s'est fait. Et un autre exemple de courage politique, ou dans ce qu'on pensait être un bastion du tout bagnole, Paris, qui ces dernières années a vraiment évolué. Alors là, les aménagements ne sont pas encore tous faits, parce que c'est plus des rues qui ont été fermées au trafic, etc. Mais c'est vraiment impressionnant de voir, quand on empoigne le taureau par les cornes et qu'on y va, comme on peut progresser. Donc je pense que Paris, c'est un peu un message d'espoir pour Genève. Je pense que la France a beaucoup inspiré Genève dans l'arrachage des rails de tram et du tout voiture dans les années 60. Et ben là, renversons la vapeur, et puis prenons de nouveaux exemples sur Paris, mais peut-être dans un meilleur sens. Je pense que tous ces exemples, ils illustrent en réalité que la mobilité, c'est pas une accumulation de choix individuels. Moi, il y a pas grand-chose qui m'énerve plus quand on me dit mais qu'est-ce qu'il faut faire pour inciter les gens à choisir un autre mode de transport. Finalement, c'est pas l'objectif, c'est pas que une personne puis une deuxième, etc. Décide tout d'un coup je vais changer de mode de transport. C'est que collectivement, on se pose la question quel type de mobilité on souhaite collectivement, et puis qu'est-ce qu'on prend comme décision, qu'est-ce qu'on met en œuvre comme aménagement pour amener à cette mobilité-là. Et finalement, ce qui est le plus intéressant, c'est de se poser la question quelle mobilité on souhaite, c'est aussi finalement se poser la question quelle ville on souhaite, quel cadre de vie on souhaite, parce qu'on l'a abordé à plusieurs occasions. Finalement, la question est de savoir est-ce qu'on veut des centres urbains, c'est pas uniquement le centre-ville, c'est différents centres urbains, on en a plusieurs sur le canton, qui soient dévolus à 80-90% à la voiture, que ce soit déplacement ou que ce soit stationnement. Et ce qui prend
toute la place finalement, ce qui laisse très peu de place pour la végétalisation, pour des usages sociaux, des lieux de rencontre, etc. Ou bien est-ce qu'on veut au contraire des centres urbains sur lesquels on a de l'espace pour la végétalisation, pour l'appropriation sociale de l'espace public, et puis par ailleurs des centres urbains qui soient apaisés, qui soient moins pollués, qui soient moins bruyants et qui soient beaucoup plus qualitatifs en termes de qualité de vie. Avec ceci, on va faire un mot de la fin. Merci beaucoup à vous trois d'être passés sur le podcast Modus. Merci également à toutes les personnes qui nous écoutent jusqu'au bout. Du coup, n'hésitez pas à partager avec nous votre vision de la mobilité, quelle vie vous voudriez avoir. Et vous pouvez imaginer sur Genève. Donc, n'hésitez pas à partager ceci avec vos collègues et vos amis. Et à très vite pour un prochain épisode.